filmer quelqu'un, c'est l'enfermer. C'est dans l'espace et dans le temps. Waouh. Et de l'autre côté, c'est propre, hein, et le front aussi, ça va, hein. Bon. Il y a une balle dans notre auto. Oui, mais on va la garder ici, hein. C'est bien. Tâche de ne pas les ressalir maintenant, hein. Tout propre. Tu te sens mieux, là, hein. Maintenant, je me lève les mains. Attends, parce que je... Oui, attends. Oh, il y a la guêpe qui était dehors, dans le couloir. Elle était dans le couloir? Oui. Elle allait vers la porte et elle revenait. Ah bon? Oui. Comment on vit un succès pareil? On est tout d'un coup écrasé de travail, parce que le succès du film se traduit par un certain nombre d'obligations. On est invité dans de nombreux pays pour aller pour accompagner le film au fur et à mesure qu'il est diffusé. Ça s'est traduit pour moi par quasiment 2 ans d'accompagnement de ce film. Dans ma tête, que dire, si ce succès était arrivé très tôt, j'aurais peut-être réagi différemment, mais en tout cas, c'est arrivé à un moment où j'avais déjà fait un certain parcours, et ça n'a pas altéré mon rapport à mon travail. Ni le succès, ni les problèmes juridiques qui sont intervenus après ne m'ont pas détourné de mon désir, d'une façon de faire. Ça a changé des choses dans l'esprit des autres, bien souvent, dans la manière qu'avaient beaucoup de gens de me considérer. Il y a des gens qui, tout d'un coup, m'ont pris au sérieux. D'autres, à l'inverse, qui, parce que le film avait eu beaucoup de succès, on considérait que c'était peut-être pas mérité, ou c'était peut-être pas un si bon film que ça, s'il avait aussi bien marché. Moi, ça m'a pas trop changé, je crois. Le film suivant a fait très très peu d'entrées. Et d'une certaine manière, c'est un peu dommage, mais c'est bien, ça montre que tout ça est très fragile. C'est peut-être une affection un peu viscérale, mais je me souviens, ça fait déjà pas mal d'années, je n'avais pas encore 30 ans, et j'avais l'honneur de diriger une usine de mécanique à Saint-Ouen, dans le nord de Paris, et je me souviens de ma joie et de ma fierté la première fois qu'un ouvrier de la ligne de montage des fraiseuses s'est tourné vers moi et m'a dit « Dites donc, patron, qu'est-ce qu'il faut faire avec le pignon Intel de la boîte de vitesse ?» Eh bien, je ne me suis senti ni humilié, ni blessé, mais je le répète, j'ai pris ce mot à la fois court et simple de cet homme-là qui se tournait vers moi et qui me demandait mon aide, qui demandait à profiter de ce qu'il pensait que je savais mieux que lui. Je l'ai pris de la même façon que le mot maître. Il y a le maître de l'esclave, bien sûr, mais il y a aussi le maître lorsqu'on s'adresse au professeur, à l'enseignant, à celui qui est là pour vous apprendre. Et dans ce mot court et sympathique de patron, j'ai ressenti à la fois un peu d'affection, peut-être un peu de suggestion, et si le mot patron a les deux sens, c'est-à-dire l'abominable buveur de la sueur du peuple d'un côté, mais aussi celui qui est un peu comme, je vais faire du paternalisme, comme le père patron, eh bien c'est à cette deuxième acception que je m'attache. Et encore une fois, je suis fier et heureux quand quelqu'un m'adresse la parole sous cette forme à la fois aimable et courte. Bonjour, patron. Quand j'ai fait ce film, qui est mon premier film, qui est un film donc co-réalisé avec Gérard Mordillat, curieusement, je sais à peine ce que c'est que le documentaire. Pourquoi? Parce que j'en ai vu très peu. Faire ce film, co-réalisé, sur 12 très grands patrons de l'industrie française, va me donner l'occasion de commencer à
voir d'autres films documentaires et à découvrir que le territoire documentaire, je dirais, est un immense territoire. Il l'est plus encore aujourd'hui, mais déjà, qu'il y a en fait des cinéastes, des écritures, des approches, des démarches singulières, des façons de faire différentes d'un cinéaste à l'autre. Et ça va être une grande découverte. Mais pour revenir à ce film-là, La voix de son maître, on parle beaucoup ensemble, Mordilla et moi. On en est l'un et l'autre on a 26, 27 ans. On a envie de se lancer dans la réalisation à deux. Et de fil en aiguille, on en vient à désirer faire un film sur le discours patronal, sur ce discours de pouvoir des grands patrons de l'ère moderne. Non pas les patrons à l'ancienne qui incarnent le paternalisme, mais ceux qui ont une vision un peu presque futuriste, qui ont, le cas échéant, lu Marx, lu de la sociologie, et à qui on demande de nous décrire leur vision du monde tel qu'il est en train d'évoluer. Le pouvoir économique qui écrase tous les autres. Voilà comment ce film va naître. Alors, on va s'acheter, Mordilla et moi, un petit costume, une petite cravate, et frapper à la porte des très très grands groupes, L'Oréal, le Club Med, Darty, Thomson, etc. Et Paribas. Ces gens-là vont accepter d'être filmés à un moment où les patrons sont quand même, ces grands patrons sont des gens de l'ombre. Ils ne se montrent pas encore dans les médias. C'est la décennie d'après que tout d'un coup les Bernard Tapie et autres vont jouer avec les médias, se montrer beaucoup, etc. Mais à l'époque, c'est une puissance occulte, cachée un peu derrière les épais rideaux du monde de la finance. Et je pense que la dimension critique de ce film, elle n'est pas liée à un contre-discours qu'on opposerait au patron. La dimension critique, elle vient du cadre, de la durée des plans, du noir et blanc, d'une façon de mettre à distance l'image pour que les spectateurs soient en condition d'écouter vraiment le discours de ces grands patrons. Oui, c'est un film qui est bien différent de ce que je vais faire après, parce qu'au fond, je dirais, on peut le dire comme ça, mais je pense que par la suite, d'abord je vais continuer mon parcours seul, alors que là c'est un film co-réalisé, mais je vais peut-être faire des films filmer des personnes pour qui j'ai peut-être un peu plus d'empathie, vers qui j'ai un peu plus d'élan. Elle s'ennuie de toute façon, je pense, non? Ça lui manque peut-être son pays natal. Moi aussi, ça me manque. Il mange des insectes? Je sais pas, c'est herbivore. Moi, je pense qu'il mange des vers, des trucs... Oui, des termites. Enorme. Che animale è? È una balena. 40 anni. Vederla così. Mi porta bene. O nascono con le rughe. En même temps, il est presque aussi grand que maman. Viens voir. Spazio è piccolo, eh? Ah beh, come Parigi, questa cara. Le case, sì. Moi, j'aimerais bien la toucher. Les longs cheveux, là, comme ça. Elle est un peu rouquine. Oui. Tu sais qu'en Égypte, on les tuait avant la naissance, les rouquins. On les lapidait. C'est vrai? Ouais. Ah oui. C'est un rapport avec Le diable. Le diable, tout Oui, simplement. le diable, le feu, le diable. C'est la doyenne de la ménagerie du Jardin des Plantes. Elle est, au moment où je
me lance dans ce tournage, Nénette a dépassé la quarantaine. C'est très long pour un animal de cette espèce. Dans la nature, les orang-outans vivent rarement aussi longtemps. Je me promène un jour dans cette ménagerie. Je passe 2 heures devant cet animal, à la regarder et à écouter ce que disent les visiteurs de passage. Et surgit à ce moment-là l'idée d'un film filmé entièrement là, devant sa cage, à travers la vitre. On y verrait Nénette, du début à la fin, et on entendrait, sans jamais les voir, les humains qui parlent d'elle. C'est un film qui, bien sûr, il est question d'elle, mais à travers elle et tout ce que disent les personnes qui parlent, il est question de nous les humains. C'est un animal, au fond, qui partage 97% de son ADN avec le nôtre, enfin de son patrimoine génétique. Les grands singes sont nos très proches cousins que nous sommes en train d'exterminer, il faut le savoir, mais ces animaux sont très proches de l'homme et les humains sont troublés, fascinés par cette proximité. La regarder amène à s'y comparer. C'est une surface de projection. Elle est un peu comme la Joconde, au fond. La Joconde, des milliers de gens chaque jour viennent la regarder et, parlant d'elle, projettent leur propre imaginaire. Tout un chacun projette son imaginaire sur Mona Lisa et sur Nénette aussi. C'est un film qui prend à la lettre l'idée même de projection. Regarder, c'est projeter quelque chose. C'est un film tourné à travers une vitre épaisse, et cette vitre, elle matérialise, si je peux dire, ce qui nous rapproche et ce qui nous sépare. Cette vitre qui nous permet de nous approcher tout près, qui nous protège d'elle. Les orang-outans sont des animaux pacifiques, mais ils n'aiment pas qu'on vienne les embêter. Plus personne ne rentre dans sa cage, dans son espace. Les soigneurs n'y rentrent plus. C'est un film qui, je dirais, qui jongle avec l'idée même de la captivité. Nénette est doublement captive. Elle est captive. Elle est dans une sorte elle est à la ménagerie, elle est dans une cage depuis l'âge de 3 ans. Et puis je la filme. Et filmer, qu'est-ce que c'est d'autre qu'enfermer ? J'espère autre chose aussi, mais c'est toujours enfermé. Faire un cadre, c'est filmer quelqu'un, c'est l'enfermer. C'est dans l'espace et dans le temps.
Filmer en psychiatrie, ça peut être justement, chez certains, dans le désir de faire du spectacle. C'est le piège. Toute la question est là. Comment filmer dans un lieu comme la clinique de la Borde, où j'ai tourné ce film, sans verser dans le folklore, dans le pittoresque de la folie, dans le sensationnel. J'ai longtemps résisté à faire ce film. L'idée n'était pas de moi, mais de personnes de mon entourage qui m'ont suggéré d'aller à la clinique de la Borde pour y faire un film. J'ai longtemps résisté, presque 1 an. Je ne voulais pas. J'avais en effet de profonds scrupules à l'idée de faire un film en psychiatrie. L'idée de braquer une caméra, si j'ose dire, sur des personnes qui sont là pour être tranquilles me déplaisait. J'avais peur de tomber dans le spectaculaire, j'avais peur de tomber dans le folklore, j'avais peur des fous, si j'ose dire, comme beaucoup de gens, parce qu'on est victime d'idées reçues, des clichés qui font bien souvent des gens qui ont des troubles psychiques, des personnes potentiellement dangereuses, potentiellement violentes. J'avais presque peur d'être contaminé. Bien que intellectuellement parlant, je sais bien que c'est pas contagieux, mais j'avais peur qu'on me garde là-bas. Bref, j'ai résisté longtemps. Les amis autour de moi ont insisté tant et tant que j'ai fini par aller passer 3 jours à la clinique de la Borde. J'y ai rencontré des patients, des soignants, sans toujours bien les distinguer, puisque c'est un lieu dans lequel il n'y a pas de signe distinctif qui permet de séparer, d'étiqueter les gens comme étant soignants ou soignés. Et en conversant avec celles et ceux qui étaient là, beaucoup de gens se sont mis à m'encourager à me confronter à ma peur, à mes préjugés, à mes scrupules. Et j'ai fait, au fond, ce film pour essayer de les dépasser, de m'en affranchir, de travailler sur moi-même peut-être aussi, finalement. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais j'ai le sentiment, pour avoir souvent parlé de ça avec d'autres labordiens, sentiment que toute personne qui passe quelque temps à la Borde est comme marquée à vie par cette expérience-là. Parce que les personnes qu'on peut y rencontrer sont souvent des personnes qui vous questionnent, qui vous dérangent, qui vous bousculent, qui vous amènent à réfléchir sur vous-même, sur le monde sur l'état de la société, sur ce que c'est que la normalité, sur ce que c'est que la raison ou la déraison, sur ce que c'est que sur la violence du monde, sur soi-même. Ce sont des gens qui sont souvent à l'inverse de tous les clichés, qui vous surprennent. On est surpris en psychiatrie, toujours. Et quand on fait des films documentaires, c'est souvent parce qu'on aime ça. On aime être surpris, on aime être confronté à l'imprévu. On aime être, au fond, se laisser s'abandonner un peu au présent, au fond. Et en psychiatrie, on est servi de ce côté-là. Hein. Vous savez ce que c'est de grand psychiatre? Dites-moi. Le psychiatre, c'est docteur Jacob, c'est docteur de lettres. C'est pas parce que vous êtes là. Hein. C'est docteur césarifiant, c'est des gens qui ont une synthèse. C'est des gens qui sentent les choses. Dans le football, il y a des buteurs, il y a des avant-centres. Il y a des mecs qui marquent des buts. Il y a Mbappé. Mbappé, c'est un gars qui... Moi, j'ai été élevé... dans la vie, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a le flair. Un psychiatre, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est compliqué à expliquer. Oui, mais vous qu'est-ce qui fait que vous avez ce besoin, cet élan de dire ça aux gens sans forcément le penser? Qu'est-ce qui motive ça chez vous?
Vous arrivez à le dire ou pas? Comment? Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas écouté, j'ai pas entendu. Je veux dire, qu'est-ce qui motive chez vous le fait de dire aux gens, finalement, des choses que vous pensez pas forcément? La moindre des choses, c'est un film qui est resté très, très présent en moi toutes ces années. Et c'est vrai que voilà que plus de 25 ans plus tard, je vais avoir envie de revenir me plonger en psychiatrie en faisant d'abord ce film sur l'Adamant, ce centre de jour qui est sur la Seine, qui est un lieu très, très effervescent, un lieu d'accueil, d'hospitalité, un lieu qui résiste à tout ce qui vient écraser aujourd'hui la psychiatrie. Et de ce tournage sur l'Adamant va surgir le désir de faire 2 autres films, toujours en psychiatrie, toujours dans le pôle psychiatrique Paris-Centre, un film dont on vient de voir un extrait, Averroès et Rosa Parks, au sein de 2 unités intra-hospitalières, à Charenton, Hôpital Esquirol, et un film qui viendra bientôt sur les écrans, qui est un film dans lequel j'accompagne des soignants de l'Adamant qui font des visites à domicile chez des patients. Mais pour évoquer ce film-là, Averroès et Rosa Parks, j'ai eu envie de faire un film bien différent des 2 films précédents que j'ai tournés en psychiatrie. J'ai eu envie cette fois de montrer des entretiens en face à face entre un soignant, la plupart du temps il s'agit d'un psychiatre ou d'une psychiatre, et un ou une patiente. Même si le film est bien différent de celui que j'ai tourné sur l'Adamant, c'est quand même un petit peu cette même psychiatrie qui est à l'œuvre. On y voit finalement comment les soignants essayent d'aider chacun à relever la tête, retrouver un peu d'élan, retrouver un peu de désir, retrouver le désir de renouer un lien avec le monde, avec la cité, avec soi-même. Ça passe par la parole, par des échanges, l'écoute. C'est difficile de parler, c'est difficile encore plus d'entendre. Aujourd'hui, tout le monde parle, mais plus personne n'écoute. Et ce que j'ai voulu montrer là, dans ces entretiens, c'est comment ces soignants essayent, dans une période qui ne s'y prête pas, parce qu'on a de moins en moins de temps à consacrer aux patients, ils sont de plus en plus considérés comme des objets, ils sont de plus en plus livrés à eux-mêmes dans les hôpitaux psychiatriques. J'ai voulu montrer comment ces soignants essayent d'écouter, d'accueillir la parole singulière de tous ces hommes, toutes ces femmes qui souffrent de troubles, qui entendent des voix, qui sont bien souvent effrayés, enfermés dans leur souffrance, qui ont peur et qui le disent. Voilà.